Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, la première femme archevêque de Cantorbéry séjourne au Cameroun du 31 juillet au 4 août pour sa première tournée africaine depuis son intronisation. L'ancien président sénégalais, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, a rencontré des difficultés lors d'un premier vote indicatif organisé dans le cadre du processus de sélection. Et puis, en France, les pompiers ont tenté dans la nuit de ralentir la propagation de l'incendie alors que le feu avait été fixé 4 jours auparavant. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Cameroun, la première femme archevêque de Cantorbéry, Sarah Moulali, est en visite au Cameroun du 31 juillet au 4 août. Il s'agit de sa première tournée africaine depuis son intronisation en mars dernier à la tête de la communication anglicane qui compte environ 85 millions de fidèles au Cameroun. L'Église anglicane rassemble environ 3 millions de fidèles. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont confrontées à une crise anglophone depuis 2016. Suivons ensemble. Sarah Moulali, l'archevêque de Cantorbéry, première femme à occuper ce poste et dont la désignation a été contestée sur le continent, a entamé sa visite officielle ici au Cameroun. Une visite qui suscite d'ailleurs peu d'engouement. Au programme, demain, 1er août, Buea, le chef-lieu de la région anglophone du sud-ouest, l'une des deux régions en proie au conflit séparatiste depuis 10 ans. Un conflit qui a déjà fait des milliers de morts, aussi bien du côté des populations civiles que des séparatistes anglophones, mais aussi des forces de défense et de sécurité camerounaises. Sarah Moulali doit y visiter une école de soins infirmiers, un clin d'œil à son passé d'infirmière. Elle va célébrer ensuite ce dimanche 2 août à Douala une grande messe à la cathédrale Saint-Michael. Le volet politique de cette visite de l'archevêque de Cantorbéry au Cameroun, ce sera lundi prochain ici à Yaoundé où une rencontre est prévue avec le gouvernement camerounais sur le thème de la paix et de la cohésion sociale. L'Église anglicane est minoritaire au Cameroun avec quelques 3 millions de fidèles, moins d'1% de la population répartie sur quelques dizaines de paroisses seulement depuis 2000. L'ancien président sénégalais Macky Sall est candidat à la succession d'Antonio Guterres au poste de secrétaire général des Nations Unies lors d'un premier vote indicatif organisé dans le cadre du processus de sélection du prochain secrétaire général de l'ONU. Macky Sall a rencontré des difficultés. Plus de détails dans cet élément. Un premier test au goût amer pour Macky Sall, candidat à la succession d'Antonio Guterres à la tête des Nations Unies. L'ancien président sénégalais n'a obtenu que 6 voix favorables, 7 défavorables et 2 sans option lors d'un vote indicatif secret organisé par le Conseil de sécurité le 30 juillet. Le score sème le flou sur sa candidature, même si le scrutin n'avait aucun enjeu majeur, puisque d'autres seront organisés. La présence d'une deuxième candidature africaine, celle d'Olara Otounou, secrétaire général adjoint de l'ONU pendant le mandat de Kofi Annan, complique les choses, même si Macky Sall a obtenu depuis le soutien des autorités de son pays. Autre écueil pour le Sénégalais, la rotation géographique. Ce principe tacite voudrait que le prochain secrétaire général soit originaire d'un pays d'Amérique latine. Mais pas seulement, des voix poussent aussi pour l'élection d'une femme à la tête de l'ONU. Environ 60 000 migrants en provenance du Maroc sont arrivés ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta. Près de 50 000 sont déjà retournés au Maroc. La France et l'Italie ont annoncé samedi le renforcement de leur contrôle aux frontières avec l'Espagne. Une file ininterrompue de personnes passe la frontière, direction le Maroc. Après quelques heures à Ceuta, l'heure du retour est déjà venue pour ces migrants, à l'image d'Abdullah, 21 ans, contraint d'abandonner son rêve d'un avenir meilleur en Espagne. J'ai passé 14 ans à étudier, mais il n'y a rien au Maroc. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais je n'ai trouvé aucune opportunité, donc je devrais rentrer chez moi.
En quelques jours à peine, des dizaines de milliers de migrants ont franchi les barbelés matérialisant la frontière ou les ont contournés à la nage. La plupart sont de jeunes hommes et des adolescents tentant de rejoindre l'Europe en passant par cette enclave espagnole au nord du Maroc. Un afflux qui a pris de court les habitants. Presque tous les magasins de la ville ont fermé leurs portes. Nous les riverains ne pouvons pas vivre notre vie quotidienne. On ne peut absolument rien faire. Et on est perdu, car personne ne nous aide. Face à cette situation, Madrid a décidé de déployer les forces armées et des renforts ont été envoyés vendredi. Le Maroc et l'Espagne ont indiqué coopérer pour renforcer la frontière. Le Premier ministre Pedro Sánchez s'est rendu en urgence sur place et a attribué la crise à une rumeur propagée par des groupes criminels. Ce qui s'est passé est une attaque, une violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Ceuta est une ville espagnole et ces événements méritent toute notre réprobation, toute notre condamnation, exprimée avec la plus grande fermeté possible. Des dizaines de personnes sont mortes en essayant de passer la frontière selon le gouvernement espagnol. Cette arrivée massive dépasse largement celle intervenue en mai 2021, lorsque 12 000 personnes avaient... Face aux incendies en France, les pompiers ont tenté dans la nuit de ralentir la progression de l'incendie. Le feu avait été fixé 4 jours auparavant. Reportage à suivre. Une forêt, à nouveau en proie aux flammes. Cette nuit, les pompiers ont tenté de repousser la propagation du feu. Là, comme on peut le voir, là, il y a beaucoup de feu là, qui part là-bas. Ils sautent au-dessus de la rivière. Donc on essaye de couvrir un peu pour pas qu'il se propage derrière sur les maisons. L'incendie est reparti hier après-midi, à toute vitesse, attisé par le Mistral. Il avait pourtant été fixé il y a 4 jours, après avoir ravagé 4500 hectares. Ça fait même pas 3 jours qu'on est revenu, ça s'était calmé. Et là, ça repart de plus belle. Ah oui, là, c'est vraiment l'apocalypse. Hein. On se croirait en temps de guerre. Les flammes ont parcouru 1000 hectares en 6 heures. Environ 2500 habitants sont évacués. Les gendarmes tentent de convaincre les derniers habitants de partir. On ne va pas utiliser la force, mais on va leur faire comprendre qu'il faut vraiment partir. Parce que là, ça va être de plus en plus dangereux pour eux. Et même s'ils tiennent beaucoup à leur maison, ils ne pourront pas rester. Des renforts sont attendus dans la journée pour soutenir les plus de 700. Autre sujet à présent, un Palestinien a été blessé par balle vendredi 31 juillet lors d'une marche de colons israéliens dans plusieurs localités palestiniennes de Cisjordanie occupées. Des affrontements ont éclaté avec des habitants. Suivons ensemble. Des mots inscrits dans une lettre adressée au président américain. Claire Duhamel était à Naplouse pour France 24. Je vais vous donner des exemples très concrets de choses vues et vécues en reportage. J'étais donc hier dans les villages aux alentours de Naplouse, notamment le village de Tel où il y a eu ces 4 Palestiniens tués et ces 2 colons israéliens tués la semaine dernière. Nous avons aperçu cette marche des colons au loin et puis on a surtout vu l'armée israélienne massivement déployée pour les protéger. L'armée israélienne qui disperse les Palestiniens avec du gaz lacrymogène, qui tire aussi parfois à balles réelles. Vous le disiez, un Palestinien a été blessé gravement à l'abdomen hier. Et puis on a aussi vu que les civils, pour la plupart, ils se terrent lorsqu'il y a des incursions des colons et de l'armée. Les rues sont désertes. Je rencontrais hier une Palestinienne de Naplouse qui me disait qu'elle avait annulé tous ses trajets ce matin-là, qu'à chaque fois qu'elle sait que les checkpoints sont fermés et que l'armée est présente, elle fait tout pour changer ses plans. Et ça illustre un petit peu ce qu'est le sentiment dominant en Cisjordanie, qui est celui de la peur. J'ai aussi rencontré un ambulancier, Bachar, qui me disait qu'avant de commencer sa tournée, il se rend dans un point en hauteur et il vérifie qu'il n'y a pas de colons israéliens sur la route qu'il entend emprunter. Ce que nous disent les Palestiniens, c'est aussi qu'au-delà de cette peur, il y a cette conviction que les crimes commis par des colons israéliens ou par l'armée israélienne restent impunis et que par conséquent, ils sont bien vulnérables. Voilà grosso modo la situation. Voilà ce que nous disent les Palestiniens qui nous disent qu'ils ont peu d'espoir pour des horizons.
Dans un autre registre à présent, la Russie a lancé des frappes de missiles balistiques sur Kiev dans la nuit de vendredi à samedi 1er août. Les autorités ukrainiennes font état d'au moins 9 morts et de 28 blessés, dont 4 enfants. Suivons ensemble. Deuxième nuit meurtrière consécutive à Kiev. Les bombardements retentissent et la fumée des explosions recouvre la capitale ukrainienne. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort et 23 autres ont été blessées à la suite de cette attaque barbare menée par la Russie à l'aide de 3 dizaines de missiles balistiques. Ne parvenant pas à atteindre ses objectifs sur le champ de bataille, la Russie intensifie sa terreur aérienne contre les civils. Réveillés par les sirènes, ces habitants courent se mettre à l'abri. Leurs appartements ont été soufflés par l'explosion. Avant, il y avait une attaque toutes les 2 semaines, voire une fois par semaine. Maintenant, c'est pratiquement tous les jours. C'est incroyablement difficile à supporter psychologiquement. J'ai déjà pris 2 calmants d'un coup, mais ça ne suffit pas. Je n'arrête pas de trembler. Moscou revendique des frappes massives sur des cibles militaires et des centres logistiques. Dans les quartiers résidentiels également touchés, pour certains, cette dernière attaque sera celle de l'exil. Qu'allez-vous faire maintenant? Partir. Partir parce qu'on ne peut pas rester ici avec un truc pareil. Quelle garantie on a que ça ne va pas recommencer? L'un des meilleurs systèmes capables d'abattre les missiles russes, ce sont les intercepteurs patriotes. Mais malgré les demandes répétées de Volodymyr Zelensky, le président américain n'a toujours pas donné son accord pour qu'ils puissent être fabriqués en Ukraine. Et puis, une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. L'Iran affirme que le passage par le détroit d'Ormuz reste soumis à des restrictions. Les autorités iraniennes expliquent cette situation par la poursuite des actions américaines dans la région. Indique que les demandes de transit seront examinées et que des autorisations seront délivrées une fois la stabilité rétablie. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a lui déclaré avoir intercepté 2 pétroliers qui tentaient de traverser le détroit par une route non déclarée sous escorte aérienne militaire américaine. Il a précisé que 4 autres pétroliers avaient été contraints de faire demi-tour. Ces informations iraniennes ont provoqué vendredi une hausse de plus d'1% des cours du pétrole en raison de la résurgence des craintes concernant les pénuries mondiales d'approvisionnement énergétique. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. Le Hamas a confirmé vendredi la conclusion d'un accord sur son désarmement à Gaza. L'accord prévoit également un retrait progressif des forces israéliennes du territoire palestinien. Le ministre israélien Itamar Ben a déclaré que cet accord était inacceptable pour Israël. Suivons plutôt. Truth Social, fidèle à son style, n'a pas fait dans la demi-mesure. Il s'agit d'une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable. Le président américain présente même cet accord de désarmement du Hamas comme historique. Cet accord aurait été trouvé dans le cadre du Conseil pour la paix créé par Donald Trump lui-même et grâce à des discussions qui se seraient tenues en Égypte ces derniers jours avec les médiateurs turcs et qataris. Selon le Hamas, cet accord sur la deuxième phase du cessez-le-feu prévoit désormais le retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza. Et en échange, le désarmement du Hamas, désarmement complet, de l'arme de poing aux lance-roquettes. Mesure imposée également aux autres milices présentes dans l'enclave. Ces armes devraient être remises au Comité pour l'organisation de Gaza, une structure dont ses membres sont empêchés de se rendre à Gaza par Israël. L'administration Netanyahou, qui pour l'heure n'a toujours pas émis le moindre commentaire sur cette nouvelle étape annoncée du cessez-le-feu, un arrêt des violences qui n'a jamais vraiment été respecté. Il y a quelques heures ce jeudi, l'armée israélienne détruisait des zones présentées comme des sites de stockage d'armes, dont cette mosquée. Les Gazaouis qui n'ont pas vu leur vie changer après les premières phases du cessez-le-feu n'ont pas vraiment l'espoir d'assister à une amélioration après l'annonce de cet accord de désarmement. La décision prise par le Hamas, malheureusement, elle est arrivée beaucoup trop tard.
Franchement, nous n'avons plus la patience ni l'énergie pour supporter tout cela. De nombreuses décisions ont déjà été adoptées et nous ne les avons pas vues appliquées sur le terrain. C'est dans ce contexte qu'une réunion des médiateurs doit se... Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun sur Ezra TV.